Bien, bonjour. Alors après la biologie végétale, on va faire la biologie animale. Et on va plutôt basculer sur la biologie animale humaine, même carrément, puisqu'on m'a demandé de traiter un aspect assez peu considéré, qui est la santé humaine, relatif finalement à ce qui se passe en termes de réchauffement climatique. Et on va aborder une des pathologies qui nous intéresse nous, mais qui est peu méconnue, qui est peu connue, ou qui est peu appréciée dans ce sens-là. Et malheureusement, c'est celle qui sera la plus... Je ne vais pas passer en... Je passe à chaque fois. Alors l'histoire, déjà, il faut revenir à... Parce que je suis un fanatique de l'évolution. Il y a un monsieur qui s'appelle Theodosius Dobanski, il disait on ne peut rien comprendre en biologie sans l'évolution. Et effectivement, au travers de l'évolution, vous allez voir que des réchauffements climatiques, il y en a eu. Ça a contribué à des extinctions, et que la biologie s'en est toujours sortie. Alors, c'est pas dit que l'homme s'en sortira, mais en tout cas, les espèces animales vont s'en sortir. On ne sait pas. On va voir lesquelles. Alors déjà, ça commence il y a 13,7 milliards d'années. C'est rien. C'est le Big Bang. Les premières cellules qui apparaissent, 3,5 milliards d'années. Celles-là, elles seront encore là. Dans 3 milliards d'années, jusqu'au moment de l'extinction du Soleil, elles seront là. N'en faites pas. La première cellule eucaryote, il faut entendre encore un petit milliard d'années. C'est long quand même. Hein. Et on est grosso modo à 1,8 milliard d'années. À ce moment-là, vous avez la première cellule qui apparaît, qui est puis l'organisme multicellulaire. Et finalement, là, il n'y a même pas 55 millions d'années, arrivent les primates, ce qui va donner les espèces humaines par la suite. Donc vous voyez, l'échelle de temps est énorme. Et entre le moins 3,5 milliards d'années et nous, il y a eu beaucoup d'espèces qui sont apparues. Et en particulier, il y a eu toute une série d'espèces dans la lignée des hominoïdes qui contribuent finalement à l'apparition de l'homme. Il faut savoir que s'il n'y avait pas eu de glaciation il y a 8 millions d'années, on ne serait pas là. Donc finalement, des glaciations ou des réchauffements climatiques, ça a du bon. Mais il faut le voir sur une échelle de temps très longue. Très longue. Donc je sais bien que là, on est en train de discuter de choses qui vont se passer dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais finalement, à l'échelle de la Terre, c'est rien du tout. On n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'on a eu de multiples espèces avant nous, et nous, là-dedans, on est juste cette petite espèce qui est là, vous voyez, là. Voilà, c'est Homo sapiens. Tous les autres ont disparu, pour l'évolution, même le Florensis qui est apparu en même temps que nous. Néandertal, on a tout fait pour l'éliminer, comme ça au moins c'est fait. Il ne reste plus que Homo sapiens qui est là, et avec nos petits congénères qui sont ici, on fait tout pour les faire disparaître. Hein. Le gorille, il y en a presque plus. Le orang-outan, il n'y en a quasiment plus à Bornéo. Il ne reste plus que les chimpanzés parce qu'ils sont plus malins que les autres, donc ils se protègent comme ils peuvent. Mais voilà, l'homme, en tout cas, a fait le ménage. Ça, c'est clair. Alors, clairement, la biologie est dépendante quand même de l'environnement. Ça, c'est clair. Donc, on a vu ce matin, après les exposés, qu'il y avait des impacts. Mais il y a des impacts sur du très long terme. On parle beaucoup de réchauffement et de refroidissement. Mais il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, sauf que les conséquences avaient lieu sur plusieurs centaines, voire millions d'années. Exemple, une des variables sur lesquelles on est dépendant, c'est l'excentricité de l'orbite terrestre. Mais pas seulement, on a plein de paramètres. L'obliquité de l'axe, la précession des équinoxes, le forçage solaire et les périodes. Vous voyez que tout à la fin, là, on est à zéro. Voilà, on est en période de réchauffement naturel. Sauf qu'en ce moment, on donne le pitch qui va faire que ça va s'accélérer et que ça ne va pas aller en bon sens. Alors vous allez me dire, bon, des extinctions, il y en a eu, il y en a même eu 5. 5 extinctions au cours de l'évolution dans les derniers 600 millions d'années. Il y en a même une, là, alors celle-là, je ne sais pas si on la voit, celle qui a lieu entre le Permien et le Trias, 90% des espèces marines ont disparu, 30% des insectes. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, même en ce moment. Pourtant, la biologie s'en est remis. Hein. Et puis tout à la fin, il y a même les dinosaures qui disparaissent. Et tant mieux, hein, parce que autrement, c'est pas d'une certaine manière. Alors, comment ils disparaissent? Tout le monde dit que c'est l'impact d'une météorite. Ouais. Pas que ça, quand même. Hein. Il y a eu du volcanisme, beaucoup de volcanisme. Ça s'étend sur 1 million d'années. Et donc, en fin de compte, l'impact du petit météorite de 10 km, il faisait 10 km à peu près. Vous voyez le cratère, il est là, il est juste dans la baie, si vous allez vous baigner là, dans le Yucatan, c'est pas loin. Il fait 100 km de diamètre, le trou. Et voilà, ça a provoqué le petit pitch qui a fait que les dinosaures ont disparu.
Et à ce moment-là, les mammifères sont commencés à proliférer et à apparaître. Donc finalement, heureusement on a eu ce petit impact, autrement on aurait mis sans doute beaucoup plus de temps à apparaître nous-mêmes. Alors nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On joue à l'apprenti sorcier. Donc on a ce qu'on appelle l'anthropocène. Alors l'anthropocène, c'est un truc, c'est une période qui pourrait exister effectivement et qui serait en tout cas relative à l'activité humaine. C'est un terme qui a été proposé par M. Andrew Revkin en 1992. C'est soutenu par des prix Nobel, là, ils existent, hein, effectivement, on est rassuré. Ça désigne la période actuelle. Alors là où de l'ambiguïté, si on commence au 19e, 18e, 30 ans, on ne sait pas. Bon, bref. Moi, c'est ce que j'appelle le poubellien supérieur, mais bon, donc on est dans le poubellien supérieur en ce moment. Et on provoque tout ça, c'est-à-dire de la pollution, vous avez vu, on en voit bien, on provoque une agriculture intensive, on fait de la déforestation à outrance, et on tue effectivement les espèces, et malheureusement, les arbres, c'est pas comme nous, ils ne peuvent pas se déplacer, donc ils subissent les conséquences du réchauffement climatique. Et puis, vous voyez, l'énergie, la belle lumière à travers tout, il y a un gros spot dans le sud, c'est nous. Hein. Donc, Nice y participe. Alors, les conséquences, c'est quoi en santé humaine? Alors, l'OMS dit plusieurs choses. Alors, j'ai mis en fond un petit animal que vous avez maintenant dans tous vos jardins. Voilà, il est là, lui. Ça y est, c'est bon. Hein. Bon, il n'y a pas encore chikungunya, etc., associé, mais ça va venir. Ça va arriver. Donc, en tout cas, clairement, les changements climatiques, ça influe effectivement sur beaucoup de choses, des déterminants sociaux, environnementaux. L'air, il faut qu'on ait un air pur, c'est pas évident. De l'eau, on a évoqué l'eau potable, etc., l'accès ce matin. La sécurité, effectivement, au niveau du logement vis-à-vis, en particulier des intempéries. Et puis on va parler beaucoup de la nourriture en qualité et en quantité. Alors, deuxième aspect aussi important, c'est qu'on a une augmentation, on parlera de milliards de personnes bientôt, du nombre de maladies qui sont en transmission vectorielle. Exemple, la Lyme, la dengue. La dengue, c'est quelques centaines de millions. On prévoit presque 1 milliard à échéance de 30 ans, si jamais on fait rien. Bilharziose, malaria, etc., etc. Enfin bref, toute une série de maladies qui vont arriver et qui vont se diffuser comme ça dans la population. Entre 2030 et 2050, qu'est-ce qu'on prévoit? Plus de 250 000 décès supplémentaires par an. Ça, c'est la version basse. C'est 2 degrés d'augmentation. C'est 2 degrés. Ce matin, on a parlé de 4 degrés d'augmentation. On parle même de 7 degrés d'augmentation. D'ailleurs, je rappelle que le 7 degrés d'augmentation, les 4 ou les 2, c'est la moyenne mondiale. Ce n'est pas ce qui va se passer sur la France, par exemple. Sur la France, ça peut être beaucoup plus, parce que c'est de la terre. Si vous êtes effectivement en Polynésie, c'est mieux, parce que vous êtes près de l'eau. Enfin, vous n'avez plus d'île, mais bon, au moins vous êtes sur l'eau. Donc vous êtes au frais. Mais sur les territoires du Nord, l'impact sera encore plus fort. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Les moyennes, c'est souvent effrayant. Il faut mieux regarder un petit peu ce qui se passe là. Donc, on a toute une série de décès supplémentaires qui vont arriver, malgré le fait qu'on a une population mondiale qui vieillit, hein, soi-disant bien. Un coût énorme. Donc, si nos hommes politiques ne prennent pas conscience, effectivement, qu'avec un coût direct en augmentation entre 2 et 4 milliards par an sur les 10 années qui viennent, c'est rien, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Là, ça ne sert à rien d'essayer de leur montrer la réalité des choses. Évidemment, les zones les plus impactées, ce n'est pas les zones, évidemment, les plus riches. Alors oui, en termes de température, etc., mais c'est surtout les pays les plus pauvres qui vont, je vais dire, bénéficier de cet impact sur la santé. Et puis, ça, c'était l'OMS qui faisait son listing, et je me suis perçu d'une chose, c'est qu'ils avaient oublié quelque chose. Donc, ils ont oublié la fameuse pandémie rampante, voilà, qui a sévi depuis maintenant une cinquantaine d'années, qui s'appelle l'obésité. Ça paraît rien, mais vous savez combien de personnes sont obèses dans le monde en ce moment? C'est 850 millions. On a fait la bascule depuis 1 an. Il y a plus d'obèses que de gens qui souffrent de la malnutrition. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Et on prévoit entre 1 milliard et 1,5 milliard à échéance de 30 ans. Évidemment, c'est bien plus important qu'Alzheimer, etc. Alors, on y vient. Parfait, la bonne question. Alors, ça c'est ma petite phrase pour dire que c'est un beau cadeau pour les pauvres. Et effectivement, vous allez voir, c'est un beau cadeau pour les pauvres. Parce que tout le monde dit, ah mais oui, non, vous êtes gros parce que vous mangez beaucoup, parce que vous êtes riche. Non. Parce que vous mangez mal, c'est différent. Alors, c'est ça l'obésité. L'obésité, c'est quoi? Vous stockez
dans vos adipocytes, qui sont des petites cellules que j'ai là, par exemple, qui sont à un excès de graisse et vous le stockez bien. Et puis, normalement, c'est bon. Hein. C'est-à-dire, on a été, tout au cours de l'évolution, justement, sélectionné pour garder cette graisse-là en vue de réserve. Parce que, au cours de l'évolution, souvent, c'était le chasseur-cueilleur, il fallait qu'il court, hein, les garçons, pour aller trouver à manger. Donc, on a hérité de ça. Malheureusement, on est en période où on a de la surabondance alimentaire et on fait n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, on a cet adipocyte. Et c'est quoi, finalement, l'obésité? C'est une vraie maladie qui s'appelle le syndrome métabolique. Et ça touche tous les organes, y compris le cerveau. Il y a des troubles du sommeil, de l'humeur, AVC, etc. Tout ça, c'est la conséquence de l'obésité. On a l'hyperthyroïdie, maladie cardiaque, etc., etc. Et globalement, on a ce qu'on appelle une inflammation bas grade, c'est-à-dire qu'on a toujours un système inflammatoire qui est toujours actif, et ça, c'est mauvais. C'est très mauvais, parce que vous êtes sensible à des pathologies qui vont se surajouter. Donc c'est une pathologie qui touche l'ensemble du corps. Bien. Comment on le mesure? C'est le fameux indice de masse corporelle. C'est simple, c'est le poids en kilos sur la taille, au carré, en mètres, un IMC. Donc pour un homme à 1m75, un IMC normal, il doit être compris à peu près entre 18 et 25. Pour moi, par exemple, j'ai un IMC plutôt autour de 30, plutôt de 25, excusez-moi, 30 c'est terrible, autour de 25, je suis à la limite borderline surpoids. Bon, alors évidemment c'est un indice, ça ne suffit pas. Maintenant on mesure aussi le tour de taille et le tour en particulier des parties graisseuses, c'est un autre indice. Mais celui-là c'est quand même l'indice qui sert à mesurer les obèses. Et quand on dit obésité, ça veut dire qu'on dépasse les 30. Donc on est entre 92 et 107 kg pour 1m75, ce qui est pas mal. Alors, vous allez me dire, ça touche la France. Oui, ça touche la France. Ça touche la France en particulier, si vous regardez le pourcentage d'obèses, au-dessus de 30, il y a une belle région qui est là-haut, Nord-Pas-de-Calais, et qui touche les 20%. On est à 20, entre 20 et 25%. Une des régions préservées, vous allez me dire c'est formidable, c'est la région PACA. Ben, c'est bien. Pas tout à fait vrai, on va y venir. Et vous voyez, il y a un gradient comme ça, nord-sud, et ça c'est typiquement ce qui se passe dû au régime alimentaire, et pas seulement au régime alimentaire, évidemment, aussi au taux de pauvreté dans les régions. Alors, l'évolution est assez monstrueuse, j'allais dire. Là, j'ai pris que la période 97-2009. Vous voyez que ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter, le pourcentage augmente. Et on est en moyenne en ce moment, à la date d'aujourd'hui, entre 15 et 16% de la population globale. Bon, c'est un peu embêtant. Donc, vous allez me dire, bon, région PACA, c'est bien. Oui, mais sauf qu'il y a eu un doublement quand même. En particulier chez les jeunes, entre 1997 et 2010. Ça, c'est typiquement le régime alimentaire, c'est typiquement le fait qu'on a parlé de McDo ce matin, je ne vais pas parler de pub pour quoi que ce soit, mais ça, c'est pas bon du tout. Alors ça stagne. Ça stagne, c'est vrai qu'on a cette chance qu'on est assez préservé en France et dans les pays, j'allais dire, qui suivent les repas classiques, matin, petit déjeuner, etc. On est un peu préservé cette pandémie. Mais ça continue. Alors les chiffres sont quand même assez parlants. Si on regarde un petit peu, on extrapole jusqu'à 2030, les États-Unis, en obèse, je ne parle pas de surpoids, en obèse, on va dépasser les 50%. Angleterre, pareil. Et il n'y a pas que les pays riches, le Brésil aussi. Voilà. Et en ce moment, à la date d'aujourd'hui, le pays qui explose, c'est l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Ils sont en train de basculer aussi, apparemment, en régime alimentaire, ou en effet stress, on ne sait rien. Toujours est-il qu'il y a, en ce moment, il y a un doublement. Donc, c'est pas bon. Face à l'obésité, qu'est-ce qu'on a? On a la malnutrition. Alors la malnutrition, on avait il y a quelques années encore, grosso modo, 1 milliard de personnes, un peu plus d'1 milliard de personnes qui étaient malnutries. Et vous voyez, vous êtes évidemment localisés, surtout dans les pays pauvres, Asie, Afrique et Amérique du Sud. Les mêmes pays, vous allez voir ce qui se passe en ce moment, c'est assez monstrueux. Au fur et à mesure que la nutrition baisse, l'obésité monte. C'est-à-dire qu'on a une bascule immédiate. C'est-à-dire que le cadeau qu'on est en train de leur faire, c'est qu'on les nourrit. On les nourrit mal. Donc, ils ne suivent pas effectivement les régimes alimentaires, on sait souvent, qui leur permettaient de préserver ce type de pathologie. Et là, c'est pour ça qu'on a cette explosion, où on a cette transition transitionnelle, où on passe d'un régime classique à un régime trop riche, mais confortable pour notre industrie agroalimentaire. Donc, c'est d'abord la faim, puis après, c'est l'obésité. C'est pas génial, quand même.
Donc, effectivement, même au FAO, ils ont compris que l'obésité, c'est un problème qu'ils ne veulent pas affronter. Au même plan que la sous-alimentation, c'est exactement le même problème. Exactement le même problème. Alors, d'où ça vient? Bah, d'abord, parce qu'on a des différences entre repas et collation. Il y a des sociétés aux États-Unis, par exemple, on prend des petites collations en picore au fur et à mesure. C'est pas génial. Donc, j'étais aux États-Unis, effectivement, quand j'étais jeune postdoc, il y a plus de 30 ans, et je voyais tout le monde manger en continu. On savait d'avance ce qui allait arriver. Hein. Il n'y avait finalement que les Européens et les Japonais qui mangeaient correctement, parce que culturellement, effectivement, ils avaient apporté leur façon de faire. Bon, ça a l'air bête, mais ça préserve, hein, ça préserve. On mangeait des nachos, hein, mais on mangeait au moins des nachos à heure régulière. Alors évidemment, il y a aussi des conduites qui sont complètement différentes d'un pays à un autre. La façon dont on fait l'acquisition, là on est en Europe, on va dans un supermarché, c'est pas la même chose que d'aller dans son petit jardin à côté. On a la façon de stocker aussi, est-ce qu'on va congeler, pas congeler. La façon de préparer, on fait des mélanges. Et puis évidemment les façons de cuire. Bref, tout ça, c'est une composante très importante qui sociologiquement va avoir un impact. Ensuite, vous allez dans des pays où la même chose, vous avez des tailles de portions qui sont complètement différentes. Vous êtes en Europe, vous prenez un petit café italien, vous prenez un petit croissant, c'est formidable. Vous êtes aux États-Unis, vous demandez la même chose, et vous avez ça. La différence entre les deux, c'est simple, c'est que vous passez de 265 calories à 570 calories. Bon, c'est tout. Donc déjà au petit déjeuner, vous commencez déjà mal. Parce que pour arriver aux 2600 nécessaires, vous avez déjà commencé très haut, hein, votre acquisition de calories. Ce n'est pas bon du tout. Donc déjà aux États-Unis, il faudra déjà qu'ils diminuent les portions. Mais ça, économiquement, évidemment, c'est pas bon. Et psychologiquement, c'est pas bon. Donc ça, c'est un autre problème. Bon, les conduites post-digestives, je ne suis pas contre, rien contre la sieste. Hein. Mais bon, c'est bien aussi de faire un petit peu de sport, ça aide quand même à éliminer. Alors, une chose très importante, évidemment, c'est l'impact économique. Et si vous voyez la densité en énergétique des aliments en fonction du prix, vous voyez qu'ici, ben, plus c'est dense en énergie, et moins c'est cher. Donc c'est tout, c'est simple. Donc vous voulez rendre les gens moins à faim pour ce genre de choses, ben, il faudrait basculer un petit peu les prix et rendre accessibles les fruits et légumes. C'est aussi bête que ça. C'est une évidemment des pistes qu'on évoquera tout à la fin. Alors, on est biologiste. Que fait la recherche? C'est une autre question. Alors la recherche, elle fait quand même quelques petits travaux et on essaye comme ça de trouver des pistes pour essayer de préserver, effectivement, ou d'anticiper, ou de soigner l'obésité. Alors vous allez voir quelques pistes pour soigner l'obésité. D'abord, comme tout bon système biologique, vous avez un système qui contrôle, un système qui est contrôlé. Le système qui contrôle, c'est toujours le cerveau, hein, grosso modo, heureusement. Le cerveau, ça sert à quelque chose, et ça contrôle en particulier tous les organes périphériques. On va y venir dans 2 minutes. Mais en retour, vous avez un système, ce qu'on appelle un rétrocontrôle, de tout ce qui est à la périphérie, le foie, l'intestin, etc., qui renvoie des signaux dans le cerveau, et c'est cette boucle-là qui doit être virtuose. Alors comment ça se passe? Bon, ben, vous avez un repas, ok, vous mangez, formidable, et tout de suite, vous avez le nerf vague, le nerf qui est là. Vous savez, quand vous tombez dans les pommes, quand vous mangez trop, c'est lui hein, qui est concerné. Donc c'est pour ça qu'on dit maladie vagale, à cause du nerf vague. Donc le nerf vague, lui, il suit la distension gastrique. Dès que vous êtes arrivé à avoir suffisamment mangé, vous envoyez un signal, stop. Et puis il y a toute une série de petits signaux qui viennent ensuite à la périphérie, avec des molécules, je ne veux pas rentrer dans les détails des petits noms, les GLP-1, voilà. Toujours est-il que vous en avez retrouvé quelques-unes de cela. Pourquoi? Parce que par exemple le GLP-1, c'est une cible en formant unique pour aller essayer de trouver des médicaments. Donc ça sert d'aller chercher effectivement quelles sont les molécules importantes qui contrôlent cette fonction-là, parce que effectivement, ensuite, c'est des sources pour les taper en termes pharmacologiques. Bon, il y a l'insuline que vous connaissez tous, qui vient du pancréas, qui agit aussi au niveau du cerveau. Vous avez la leptine. Alors la leptine, ça vient de leptos, c'est mince, c'était découvert en 1994. Et la leptine, c'est vraiment l'hormone de satiété. C'est celle qui va indiquer à votre cerveau, bon maintenant, stop, on arrête de manger. Donc voilà toute une série de molécules qui arrivent et qui vont adresser un signal au cerveau en disant bon stop, on arrête de manger, c'est bon, le repas est bon. Et puis face à ça, vous avez quelques autres molécules, dont une qui s'appelle la gréline, je ne rentre pas dans le détail, qui elle initie la prise alimentaire. Et en fin de compte, tous les systèmes qui vont contribuer à renforcer votre prise alimentaire se trouvent là, dans le cerveau. Beaucoup moins que dans l'intestin. Dans l'intestin, c'est beaucoup plus des signaux qui vont dire stop.
Ce qui est normal puisque c'est dépendant effectivement de l'accès à la nourriture et à la digestion. Donc voilà, grosso modo, ça c'est valable pour tous les mammifères. Hein. C'est même valable pour pas mal d'espèces en dehors des mammifères. Donc ce système qui fonctionne chez l'homme fonctionne aussi évidemment chez tous nos modèles animaux. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Alors dans le cerveau, vous avez plusieurs petites aires cérébrales qui sont impliquées. Il y en a une en particulier qui s'appelle l'hypothalamus. C'est notre cerveau saurien, c'est le cerveau ancestral. Et dedans arrivent plein de fonctions, y compris sexuelles, etc. Il n'y a pas que le fait de manger, toutes les activités sont là. Bon, donc on se dit, on va cibler le cerveau. Et on va bloquer, effectivement, l'initiation à la prise alimentaire, et comme ça, on va soigner l'obésité. C'est pareil. Une idée géniale. Bon, c'est pas une bonne idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va faire une petite analogie, on prend un moteur. Voilà. Vous avez une voiture, vous avez ici des accélérateurs à droite, c'est ce qu'on appelle les peptides orexigènes qui induisent la prise alimentaire, et les peptides qui arrêtent la prise alimentaire, et à gauche, des systèmes qui viennent de la périphérie. Bon, vous appuyez dessus, vous mangez normalement, tout se passe bien, vous restez encore dans le vert, ça va, ça augmente un petit peu la prise alimentaire, pas de problème. Vous freinez, tout va bien, ça bascule dans l'autre sens, donc le yin et yang fonctionne, ça c'est normal, vous êtes en situation normale. Donc on est heureux avec ça. Malheureusement, de temps en temps, il y a la pédale de frein qui casse. Alors quand la pédale de frein casse, évidemment, tout s'emballe. C'est pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur, ça s'emballe, il n'y a plus de frein. Alors ça existe, ça existe. Il y a une pathologie, comme par exemple des gens qui sont mutés dans la leptine, le récepteur à la leptine, et ceux-là, malheureusement, sont obèses chroniques, dès la naissance. Et on a, comme ça, des IMC, des à 71, 65, énormes. Et pour cela, on n'a malheureusement pas grand-chose, sinon fabriquer peut-être de la leptine, si on arrive à la fabriquer. Donc ça, ce sont des modèles génétiques. Mais des modèles génétiques comme ça, dans le monde, vous en avez 20. On est 7,5 milliards. Voilà. Donc c'est pas ça qui va soigner l'obésité. On ne va pas soigner avec la leptine. Deuxième aspect aussi, de temps en temps, on peut se dire ça s'emballe parce qu'on appuie fortement sur la pédale tous en même temps. Donc on induit tous ces facteurs dans le cerveau et ça vous contribue à augmenter très fortement la prise alimentaire. Et arrive là-dedans l'interaction avec l'environnement. Et là, ce que je vous ai raconté, c'est des recherches récentes qui indiquent qu'en fin de compte, l'environnement, au moment, par exemple, de la lactation, chez la mère qui est en train de manger un régime très riche en lipides, a une conséquence notable sur la descendance. C'est-à-dire que non seulement, là on ne parle pas de génétique, on parle d'épigénétique. C'est-à-dire que votre mère est en train de changer les systèmes de contrôle des gènes dans la descendance qui font qu'il va être beaucoup plus susceptible ensuite de générer une obésité. Sans que lui mange plus d'ailleurs. Pas de chance. C'est ce qui fait qu'en ce moment, vous avez des épidémies d'obésité aux États-Unis à cause des descendances des obèses précédentes. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation, c'est déjà prédit, c'est déjà prédéterminé par la biologie. Alors vous allez me dire, bon, c'est la mère, c'est pas grave. Ah non, messieurs, je suis désolé. Mais le père aussi. Le père aussi. Il fait de l'épigénétique, il apporte aussi des modifications dans son sperme qui vont contribuer ensuite à générer l'obésité. Donc ça, c'est très grave, parce que dans la population humaine, c'est ce qui se passe. Avec, effectivement, l'épidémie d'obésité. Donc on est rentré dans un système où on va générer de plus en plus. Et ce qu'il faut maintenant, c'est effectivement envisager maintenant la prochaine génération pour les empêcher effectivement de rentrer dans ce cercle vicieux. Et en plus, on ne connaît pas tout. Ça, c'est la recherche en biologie. Il y a sûrement d'autres facteurs qui sont importants, mais on ne sait pas lesquels. Et donc, voilà, il faut contribuer à essayer d'améliorer cette connaissance. Et vous voyez qu'il y a de la génétique, ça rejoint très peu finalement l'impact sur l'obésité, par contre, l'épigénétique. Alors, voilà un bel exemple de pharmacologie qui rate sa cible. Alors, on a eu, il y a quelques années de ça, il y a 10 ans de ça, on s'est aperçu que les cannabinoïdes, vous savez, les cannabis, bon bref, vous le fumez, etc., ça vous coupe la faim. On a découvert les récepteurs, c'est des anti-CB1. Alors on s'est dit, ça augmente la faim. Si vous prenez des anti-CB1, donc dirigés contre le récepteur 1, cannabinoïde, à ce moment-là, vous bloquez le truc, et en même temps vous soignez contre l'addiction, etc., etc. À l'époque d'ailleurs, c'était généré surtout pour soigner la fumée. Le fait
de fumer de la cigarette. Donc, ce sont ce qu'on appelle les systèmes de récompense. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans votre cerveau, vous avez tout un système de récompense qui est surtout associé à la sécrétion d'un neuromodulateur en particulier qui s'appelle la dopamine. Donc, on va voir ce que va faire la dopamine dans ce système-là. Toujours est-il qu'on fait une molécule, au hasard, c'est Sanofi, ça peut être, il n'y a pas que Sanofi, qui s'appelle le rimonabant, et on est content, on le met sur le marché, on est en 2006. L'effet est quand même mesuré. Voilà, vous prenez à peu près, si vous prenez 20 grammes par jour, vous perdez à peu près 5 kg pour un poids de 100 kg au départ. C'est pas énorme. Par contre, on se dit, ça va être utile parce que comme c'est dans l'aspect renforcement, on va bloquer comme ça les addictions au tabac et à la drogue. Pourquoi pas? Ça commence à devenir un petit peu plus embêtant parce qu'on se dit que ça peut avoir des étalements, pourquoi pas. L'autre effet secondaire beaucoup plus important, c'est que comme toutes ces molécules, si dans le cerveau des réseaux qui sont impliqués dans d'autres fonctions que seulement la prise alimentaire, en particulier la nutrition et autres, vous allez induire des effets qui sont, la nausée c'est une chose, mais surtout des tendances dépressives et donc aussi des tendances au suicide. Et c'est comme ça que ce médicament a été retiré à toute vitesse par Sanofi et par d'autres, Pfizer, etc. Vous avez tous investi 1 milliard, grosso modo, ça a tout foiré. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été poussé plus loin les investigations chez les mauvais animaux, etc., pour savoir quels étaient les effets secondaires réels. Et donc, typiquement, quand on veut aller très vite et se dire on va toucher un marché énorme, parce que comme vous le savez aux États-Unis, quand on vend une molécule, on le vend en direct, quasiment, il n'y a pas de filtre. Alors, le FDA donne évidemment son accord, mais une fois que la FDA a donné son accord, c'est vendu en supermarché, on n'a pas le système comme en Europe, surtout en France, avec les pharmaciens qui filtrent, heureusement. Voilà, il arrive des catastrophes. Ah, vous dites, ah ben oui, mais bon, catastrophes, il y en a d'autres. Alors c'est vrai, en ce moment sur le marché, il y en a 1, 2, 3, 4. Voilà. Orlistat, Panta, Lortacide, etc. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les indications. On va aller vite parce que là, on va dépasser l'heure. Il y en a un petit dernier qui vient d'arriver. Celui-là, il est rigolo. C'est le sénabutinine. Il vient de sortir à l'accord de la FDA la semaine dernière. Celui-là, peut-être qu'il aura effectivement un effet. Alors, l'effet sur le poids est modeste, 5%. Par contre, il a un effet très notable sur le diabète. Alors, celui-là, peut-être qu'il aura effectivement une longue vie. En plus, c'est une boîte, entre guillemets, écologique. Novo Nordisk, qui est au Danemark, c'est celle qui est la plus sûre dans le domaine en termes de fiabilité et des effets secondaires, comme du suivi des effets secondaires. Donc, les effets indésirables ont été bien suivis, et pour l'instant, c'est juste un peu de nausée et vomissements sur les premières semaines, c'est tout. Il n'y a pas les effets qu'on connaît pour les autres molécules. Alors, vous allez me dire, bon, ça c'est de la pharmaco, moi je ne veux pas prendre de médicaments, je vais me soigner tout seul. Je vais me faire un petit régime. Alors, ok, faites un régime. On commence le régime. On fait un déficit énergétique, effectivement, vous perdez du poids, très bien, mais vous êtes devenu plus sensible aussi, lui. Donc, on repart pour devenir une impulsivité alimentaire, et vous voulez refaire un régime. Donc, ça ne marche pas. Vous allez voir pourquoi. Parce que là, la biologie, elle sait pourquoi. C'est simple. On a des systèmes qui sont sympathiques. Alors, soit para, soit sympathique tout seul. Je ne vais pas rentrer en détail. Toujours est-il que la première partie de votre régime, c'est formidable. Vous allez augmenter votre thermogénèse, donc vous allez brûler vos graisses, donc c'est le tissu le plus gras qui est concerné, et vous baissez vos stocks de lipides. C'est formidable, ce qui est vrai. Hein. Faites tout ça un régime, vous allez voir, vous n'avez pas du poids. Pas de problème. Sauf qu'en attente, derrière, vous allez lancer un autre processus qui est que des cellules qui sont des précurseurs des adipocytes vont être générées. Et ils attendent. Donc, le jour où vous remangez, de manière normale, vous avez votre petit stock d'adipocytes qui est là, qui est en attente, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il stocke. Donc, vous allez stocker plus d'adipocytes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que les régimes, lorsqu'ils sont mal faits à toute vitesse, je passe là-dessus, c'est ce qu'on appelle le yo-yo, moi j'appelle ça le criquet. Parce que ça ne repart jamais en arrière. Hop, on monte, et on repart là. Voilà. Donc, les régimes, quel que soit leur dénomination Cohen, tout ce que vous voulez, ça marche pas. Faites-le avec un diététicien à la limite, et c'est du très long terme. Et il faut vraiment se tenir ensuite à ce qui est préconisé. Alors,
que font les politiques publiques? Alors il y a des institutions comme l'ANSES qui nous disent voilà, l'évaluation des risques. Donc ça existe. Vous avez des manuscrits comme ça, vous pouvez vous y référer et on y va. Donc ça c'est une solution. Maintenant il y a une autre solution qui est arrivée il y a 5-6 ans à peu près. C'est l'existence de notre deuxième génome. On a notre génome qui est contenu dans nos cellules, et puis il y a toute une série de cellules, on va dire, qui sont dans l'intestin, qui sont des bactéries, et qui elles contribuent à faire des allers-retours d'informations entre le cerveau et la périphérie. Donc c'est vrai que maintenant c'est ce qu'on appelle le microbiome. Le microbiome est devenu extrêmement intéressant maintenant en essayant de le modifier de telle sorte qu'on introduit des messages entre guillemets naturels vers le cerveau pour essayer de effectivement contribuer à baisser votre poids ou en tout cas à le réguler. Donc ça c'est vrai que ça c'est devenu une piste intéressante. Ça a été validé dans les modèles de souris, clairement, et même chez l'homme. Il y a des équipes, aussi bien en France qu'aux États-Unis, ont démontré qu'effectivement, il suffisait de transférer les microbiomes d'un individu à un autre et on baissait effectivement le poids. Bon, maintenant, on ne peut pas s'amuser non plus à faire des transferts comme ça. Il y a des conséquences autres, je ne rentre pas dans le détail, qui sont autres que la régulation. Et puis, il y a des découvertes encore récentes sur des bactéries anti-obésité. Évidemment que les industries pharmaceutiques et autres foncent là-dessus en se disant, ou l'industrie même agroalimentaire essaie de se dire, bon, on va faire des yaourts avec quelques petites bactéries qui contribueront ensuite à maintenir votre homéostasie énergétique. Et puis on se dit, les politiques vont faire quelque chose. Et les politiques ont fait quelque chose. Ils ont produit un document qui s'appelle Plan Obésité. Vous voyez bien les dates, hein, 2010-2013. Alors j'étais le jour du lancement de ce plan-là. On était tous assis dans la salle, quand on a écouté la ministre, je ne dirai pas son nom, etc., on a compris que c'était foutu. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas un sou, pas une orientation, pas une coordination qui était proposée, vous êtes tous très intelligents, donc vous allez vous coordonner vous-même, vous allez trouver des sources d'argent, etc., etc. Donc le plan obésité est quand même, à mon avis, aussi important que le plan cancer ou le plan Alzheimer qu'on a lancé récemment, mais pour l'instant il n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc en résumé, il n'y a pas de produit miracle, a priori. S'il vaut mieux en faire un peu plus de recherche médicale, là je prêche pour ma paroisse, évidemment, mais bon, on verra si effectivement les pouvoirs publics le font un jour, ou même les écoles privées. Hein. Donc, en attendant, c'est une mesure personnelle, c'est-à-dire que c'est un peu comme pour le climat, ce qu'on a vu ce matin, soyez respectueux de l'environnement, etc., etc. Faites attention à vous. Il faut mesurer, donc il faut essayer de faire attention à ce que vous mangez et de ne pas faire trop par rapport à, pour ne pas basculer effectivement dans ce type de problème. Donc, il y a quand même des politiques publiques à mettre en route. Par exemple, il faut améliorer le choix qualitatif et l'offre alimentaire. Donc il faut diminuer le coût. Donc il faut arriver à ce que notre société fasse que les produits qui sont les moins énergétiques et les plus efficaces pour notre alimentation soient moins chers. Voilà, c'est tout. Tant qu'on gardera le McDo au moitié prix que la pomme ou je sais pas quoi, ou le céleri, là c'est foutu d'avance. On adapte évidemment notre dépense énergétique à la vie familiale, et ça c'est la chance des pays du Sud, et j'allais dire des pays, même de l'Europe, au sens large. Et évidemment, il faut accepter aussi, il y a un problème socio-culturel là, qui est d'accepter effectivement les différences corporelles, des taxes stigmatisées systématiquement les gens qui sont en surpoids ou en obèses. Et puis moi je dirais, il faut faire confiance à notre cerveau. Depuis 4 millions d'années, maintenant, 4 millions c'est le moment où on vierge des grands singes. On suppose que l'homme arrive à peu près là. Donc il nous a survécu d'autres problèmes, et on verra si effectivement notre cerveau nous sort de ce problème-là aussi. Et je suis prêt à prendre des questions. Merci, c'était intéressant, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu dévié finalement du sujet initial, c'est-à-dire le régime alimentaire en cette période de changement climatique. Et du coup, on va forcément devoir adapter notre régime alimentaire, puisqu'on ne va plus pouvoir produire sous une trentaine d'années les mêmes aliments qu'on est en train de produire actuellement, en tout cas pas dans les mêmes quantités, avec une population qui est toujours en croissance. Sauf que pour l'instant, l'industrie agroalimentaire n'a pas changé d'un lieu. Elle n'a pas bougé. Donc le souci majeur, c'est qu'est-ce qu'on fait pour rendre complexe.
avec notre bourse, les aliments qui vont être utiles ensuite à la population humaine. C'est ça le problème. Et malheureusement, on aura beau dire, bon ok, c'est vrai qu'on bascule en France pour les gens les plus privilégiés, on fait tous du bio, ok, on essaye, on réduit la quantité de viande dans notre alimentation, c'est vrai, mon boucher fait la gueule en ce moment, etc. etc. Donc c'est clair que ça c'est une solution, mais tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc il faut bien que ça vienne d'une politique publique qui incite effectivement à changer. Aussi bien au niveau de la paysannerie, etc., qu'on produise de plus en plus effectivement bio et moins avec des systèmes qui vont produire. Alors, réchauffement climatique, pourquoi? On sait tous. Hein, on veut dire, par exemple, les énormes, enfin, les incendies en Amérique du Sud, c'est pourquoi? C'est pour générer de l'aliment pour les animaux qui vont ensuite être élevés en batterie, et ensuite on va exporter en Chine ou ailleurs. Voilà, tout le modèle est là. Donc c'est ce modèle-là qu'il faut inverser. On peut noter aussi qu'en cherchant des aliments sains, on détruit une ressource comme la pêche, par exemple. Plus de poissons dans les océans parce qu'aujourd'hui, c'est devenu bien de manger du poisson. Sauf que maintenant, je ne conseillerais pas de manger du poisson. Non, non. Pêcher. Pêcher. Plutôt c'est justement, on n'a pas un souci d'information à ce niveau-là. Si on prend le prix d'un McDo, comme vous disiez tout à l'heure, qui est aux alentours entre 8 et 10 euros quand même le menu, et je dis quand même, parce qu'aujourd'hui, finalement, oui, ça augmente. Quand on va aller chercher fruits et légumes chez un producteur, ou qu'on veut essayer de faire quelque chose de plutôt sain, on n'est pas sur 9 ou 10 euros le plat qu'on se fait chez soi. Oui. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'information? Aussi peut-être dans cette nouvelle génération, le problème simplement que ça fera faire ou n'ont pas envie de faire. Parce que là, effectivement, on va aussi entendre sur l'histoire de la pêche, le poisson, donc il y a des idées. C'est vraiment culturel, c'est-à-dire qu'il y a un changement avant, effectivement, on prenait le temps de préparer à manger. Même pas qu'avant, c'est-à-dire ma génération, on se prépare à manger le week-end, et on a jusqu'à mercredi, on le poulet, en soupe, etc. Voilà. Il faut que les générations, effectivement, reviennent à ce genre de choses, pour ne pas aller chercher des plats tout faits, bourrés de sel, bourrés de sucre, qui engrange ce type de phénomène, hein, parce que c'est même pas voulu, c'est pas ressenti. Et pourtant, nos plats sont bourrés de sucre. Donc, la capitale sur le système financier, je sais pas, c'est un peu... Alors, le système financier, il a son pivot, mais pas que, effectivement. Il faut, on va y venir. Je pense que dans les écoles, où les gosses sont exposés à ce genre de choses, il faut leur dire aussi, voilà, revenez à des pratiques. On voit tous les soirs, je ne sais pas si c'est sur Antenne 2, on fait un plat en 1 minute ou 1 minute 30. Très bon, très désidique. C'est faisable. C'est simplement une histoire de mentalité et un basculement où on se disait, finalement le congelé c'est plus simple, je prends mon plat, je prends mes lasagnes et machin, je le mets là-bas, ça va réchauffer, 2 minutes terminé. Bon, 2 minutes terminé, bilan des courses, quelques années plus tard, on paye. Donc le but est là aussi, c'est-à-dire d'apprendre effectivement aux jeunes générations à revenir sur des pratiques. Pas que les générations en France, mais ça peut être en Afrique, etc., partout. Et un des succès, par exemple, aux États-Unis, il y a quand même eu un arrêt de l'obésité, c'est le plan Obama. Pas monsieur, mais madame. Madame Obama, qui a interdit effectivement dans pas mal de lycées, des trucs automatiques, etc. Et il y a eu un impact. Malheureusement, évidemment, l'industrie agroalimentaire a revenu là-dessus, et comme c'est plus le même gouvernement, voilà, on est parti dans un cycle malheureusement où on ne pratique pas ce genre de choses. Mais c'est vrai, il n'y a pas que l'impact effectivement financier, mais il y a aussi quand même. Et c'est même très bizarre sur les îles, là où on souhaite vider ce qui de la pêche, on peut remarquer que l'arrivée des sodas, l'arrivée des burgers, etc., prime maintenant sur leur propre pêche. C'est quand même. C'est une observation que j'ai peut-être plus à titre personnel, de voir que la Polynésie française, on a vraiment se charge principale de l'obésité, et que le soda et le coca est le maître mot. C'est pour ça qu'il faut faire le plan Obama, madame, dans les lycées, dans les collèges, etc. On met pas accès du snacker et autres aux enfants. Parce que moi, ils vont avoir plutôt manger la pomme au goûter ou un goûter classique qu'on faisait avant, le pain avec du chocolat et autres, ce qui est bien, mais pas en excès. On est arrivé avec des trucs qu'on mange en snack, c'est-à-dire en continu, et ça c'est pas bon. Donc c'est vrai que là, il va falloir changer notre système alimentaire. Oui.
avez parlé de l'importance des politiques de santé publique dans cette affaire, et aussi pour reconnecter avec le sujet du changement climatique. Est-ce qu'il y a des évaluations du bénéfice d'une bonne santé publique vis-à-vis du changement climatique? Et à contrario, est-ce qu'on a mesuré, là j'ai été frappé par le diagramme de la sous-nutrition vers l'obésité, est-ce qu'on a mesuré comment cette transition négative, parce qu'elle est très énergétique, elle est aussi très énergivore, voilà, est-ce qu'on a mesuré l'impact de ça par rapport au changement climatique? Est-ce que tout ça, c'est mesuré? Est-ce que c'est dans les COP? Non, c'est pas encore été mesuré, c'était abordé dans les rapports de l'ANSES. Alors l'ANSES fait un rapport tous les 2 ans. Le dernier rapport, évidemment, il parlait évidemment de changement climatique. Et en particulier du fait que, voilà, il faut stopper, on va avoir des basculements effectivement alimentaires monstrueux, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir accès à des nourritures saines. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si effectivement dans le sud, ils n'ont plus du tout ils n'ont plus les cultures maraîchères classiques qui leur permettaient de résister encore, est-ce qu'on va les basculer tous en McDo? Non. Donc il faut trouver autre chose. Et ça, c'est un des points, mais c'est extrêmement peu abordé jusqu'à maintenant. Pour une raison simple, c'est que cette pathologie-là qui touche des centaines de millions de personnes, je ne dis pas que tout le monde s'en fout, mais elle n'est pas prise en considération au même titre que les autres pathologies plus sexy, j'allais dire, du type maladie neurodégénérative ou maladie du type cancer et autres. Malheureusement, ça ne se voit, vous ne voyez pas tout de suite. Par contre, vous avez un impact sociétal énorme sur toute votre vie. Donc ça devrait être pris en considération. Mais ce n'est pas très glamour. Voilà, donc on en parle peu. Et je vous dis, le point important, c'était juste à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, quand il lance le plan de l'obésité, on y va, on se dit, bon, ça y est, c'est parti, ça. Rien, c'était fini. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait plus de trucs, c'était fini. Vous disiez quelques milliards par an tout à l'heure. Au final, c'est quand même pas... Non, aux autres marchés, c'est pas que c'est pas, c'est abordable. C'est abordable. Et là, malheureusement, c'est rampant. Hein. C'est-à-dire qu'un des pays qui maintenant prend conscience de ça, heureusement, c'est la Chine. Moi, je pense que la Chine va faire des choses parce que, vous savez, la Chine est un pays démocratique. Hein. Donc, quand ils imposent quelque chose, ça va vite. Donc, quand les Chinois ont décidé, par exemple, de basculer tous leurs vélos en vélo électrique, ça a été fait en 1 année. Bon. Bon, voilà. Donc, ça suit. Donc, lui, quand M. le président chinois va décider que du jour au lendemain, ça ne va pas du tout, là, sa population est en train de dériver vers une population américaine, il va faire les choses qu'il faut. Mais, bon, ceci dit, c'est un pays à 1,4 milliard. Donc, je pense qu'il faut qu'il fasse attention. Merci.